Soutenir la vie affective jusqu'où? C'est le thème de cette première table ronde. On va parler de comment on respecte, comment on peut promouvoir, accompagner la vie affective des personnes vulnérables. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? On a eu des invitations par Noémie et d'autres tout à l'heure à faire mieux. Il faut agir, il faut du concret. Marcel Nuss l'a dit. Alors comment on fait, y compris pour mieux peut-être préparer, former les professionnels? On va parler beaucoup des ressources à disposition, des formations existantes. On va parler du quotidien, du très concret. Et puis comment ça se passe au domicile aussi, pour certaines personnes. Quelle intégration donc de toutes ces questions-là, de tous ces enjeux dans les formations professionnelles. Pour en parler, ils et elles sont 4 et ils me rejoignent. Dominique Lebert, coprésidente du collectif TECAP. Merci Dominique d'être avec nous. Vous pouvez vous installer où vous voulez. Amélie Leclerc, directrice de l'association Maison des Âges. Je suis contente, il y a des gens avec qui j'ai parlé longuement au téléphone, mais que je rencontre seulement. Donc Amélie, bienvenue, installez-vous. Carole Landel, oui, qui représente ici le Centre de ressources Intime Agir. Et puis Thierry Chartrain, responsable du service Innovation et Développement à l'ARIFS. Vous avez 3 micros pour 4, ça devrait aller. Je pense, on va se débrouiller. Comme je le disais, là, je vais parler un petit peu avec nos invités, et puis vous pourrez parler, prendre la parole, et puis nous, on continuera aussi. Voilà, on va vite se retourner vers vous, je vous le promets. On va faire un premier petit tour de table, si vous voulez bien, avec une question toute bête, pour voir comment cette question de la vie affective est au cœur presque de votre quotidien, chacun et chacune dans votre rôle et dans votre posture. Je vais commencer avec vous, Dominique. Et hop, le micro. Vous êtes maman d'une jeune femme qui s'appelle Caroline, qui a 30 ans. Elle vit chez vous, et puis elle travaille dans un ESAT à La Chaulière, à Orvaux. Vous m'avez dit, ce sont vos termes, elle porte un handicap moyen. Voilà. Alors, est-ce que la vie affective de votre fille est un sujet, Dominique? Eh bien, à vrai dire, pas depuis longtemps. Donc, elle a 30 ans. Et c'est vrai que je suis ravie de voir autant de professionnels ici réunis. Et puis, autant de ressources qu'on peut trouver maintenant, mais qui sont, à vrai dire, compliquées, un petit peu éparpillées. Mais si on prend l'exemple d'aujourd'hui, des webinaires qui sont en cours, qu'on a mis en place, nous, en tant que parents, pour les maladies rares, si on prend en compte au niveau de TECAP, on a fait en 2022 2 jours de colloques sur Nantes, sur cette vie affective et sexuelle, et je vous parlerai d'un autre événement au mois de janvier. Quelque part, ça me rassure, mais quelque part, je suis un petit peu perdue aussi, parce qu'en tant que parent, là, je vais vraiment vous parler avec mon cœur de parent. Je me dis que ma fille a 30 ans, et avec tout ce que j'ai entendu ce matin aussi déjà, je me dis, mais il serait grand temps que je lui donne sa place d'adulte. On a toujours tendance, en tant que parents, de parler de nos enfants handicapés, mais quelle chance qu'on va avoir, là, j'espère, en tant que parent, mais je rejoindrai un petit peu ce que Noémie a dit, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les outils qu'on va mettre en place? Et surtout, vous, professionnels, ne nous oubliez pas, surtout quand nos jeunes habitent à domicile, on a des choses à vous dire. Donc voilà, donc c'est surtout ça. Alors, pour recentrer sur un sujet, certains d'entre vous étaient peut-être là, il y a eu une journée sur l'autodétermination des personnes. Et c'est vrai que vous m'avez glissé une idée dans la tête là quand on a échangé par téléphone. Vous disiez, mais en fait, on a besoin, nous, parents, d'être aussi accompagnés. En tout cas, on doit avancer avec les professionnels puisqu'on doit réinterroger nos postures, chacun. Et ça ne se fait pas comme ça. Non, ça ne se fait pas comme ça. Et c'est vrai que vous êtes tous plus ou moins maintenant formés justement à cette autodétermination. Nous, en tant que parents, on nous demande de revoir notre façon de faire. Moi, ça fait 30 ans en famille avec mon mari et ses frères, voilà, qu'on a des habitudes aussi et qu'on lui laisse sûrement pas la place qu'elle a le droit d'avoir. Donc, vous voyez qu'en plus, avec cette santé sexuelle, enfin, jusqu'ici, c'est sûr que on a tellement de choses à penser en tant que parents au niveau de la santé, au niveau du suivi sur plein de plans psychologiques, etc., qu'il est vrai que la vie affective, elle venait en dernier. Donc, et elle a surgi finalement. Et elle a surgi, voilà. Vous nous dites comment elle a surgi? Elle a surgi, et justement, c'est là où je voudrais insister sur ce partenariat qu'il faut qu'on mette en place. La première semaine où elle est arrivée en ESAT, Caroline,
Elle a été agressée voilà, par un garçon. Elle a été mise dans une pièce à part et elle a su réagir. Et j'ai été convoquée tout de suite dans la journée même par les professionnels. Elle a dit à ce garçon, tu ne me touches pas, c'est mon corps, je fais ce que je veux avec mon corps. Et j'ai découvert ce jour-là qu'elle sortait, donc elle sortait d'IME, hein, puisque c'était sa première semaine en ESAT, qu'elle avait quand même reçu une formation, une information, que je n'étais pas informée. Et je peux vous dire que c'est bouleversant pour une maman de l'apprendre de cette façon-là. Donc j'ai été, mais on a été tous, même les professionnels, ravis de cette réaction. Elle a pu le rapporter tranquillement, on l'a fait reparler, etc. Et je trouve ça super. Mais je peux vous dire qu'en tant que parent, là, je me suis trouvée complètement exclue, alors que j'aurais eu juste peut-être une information de ce qui avait été dit, fait en IME. Voilà, ben j'aurais été moins bouleversée et je trouve ça bien. Mais depuis qu'elle est en ESAT, je peux vous dire que ben, y a rien. Alors que j'ai découvert que dans certains établissements en France, au niveau du projet d'accompagnement, le fameux PAP, il y a une ligne vie affective et sexuelle. Ma fille n'en a pas depuis plusieurs années de PAP. Donc comment voulez-vous qu'on arrive à aborder cette vie affective et sexuelle ? Merci Dominique pour cette entrée en matière. Je vais vous redonner votre feuille. Pour cette entrée en matière, et bien sûr, on vous redonnera la parole tout à l'heure. Là, on fait connaissance, hein, tous autant qu'on est. Je fais connaissance avec vous, du coup, Amélie Leclerc. Vous dirigez une association donc, qui gère 2 établissements. On est en Vendée ? En Loire-Atlantique. En Loire-Atlantique, n'importe quoi, Cécile. 95 et 92 personnes. C'est ça, ouais. là, je ne me trompe pas. Elle existe, la vie amoureuse, dans vos établissements ? Alors tout cela ne me regarde pas forcément d'ailleurs, mais je vais quand même bien développer puisque je suis venue pour ça. Mais oui, elle existe. On accompagne les personnes, on a un sens de l'observation au quotidien, mais après c'est quel est le juste positionnement aussi des professionnels. Tout ne nous regarde pas. La vie intime, voilà, est aussi intime. Donc jusqu'où les professionnels ont connaissance et comprennent où le besoin ou le souhait des personnes. Ça, on redéveloppera tout à l'heure, parce que c'est vrai que la notion d'accompagnement, pour autant, est-ce que l'activité relationnelle, amoureuse, affective, vient percuter un peu le boulot de vos équipes au quotidien ? Est-ce que ça s'invite dans la pratique ? Oui, ça s'invite. Forcément, ça s'invite. Ce qui a été dit tout à l'heure, toquer à la porte, voilà, et en tout cas attendre le oui ou la manifestation ou le temps nécessaire pour pouvoir entrer, c'est de l'hyper quotidien et tout le temps. Donc oui, forcément, ça s'invite quand on se trouve dans une situation où voilà, on découvre une situation qu'on n'attendait pas, de personnes ou une personne toute seule, voilà, qui peut être en train de se masturber. Enfin, voilà. Et après, est-ce que ces situations-là doivent être partagées et comment ? C'est là où je reviens encore sur la question du positionnement, de l'intimité. Et puis, ça s'invite aussi dans le fait d'ouvrir les établissements sur l'extérieur, bien sûr, les relations qui peuvent continuer, bien sûr, à interagir, ou de nouvelles relations, ou des rencontres extérieures qui se font au regard de festivités, d'animations, enfin, voilà. Alors, on pourra le détailler. Alors, on reviendra sur un atelier que vous avez, on dit un atelier, mais que vous avez mis en place, développé, hein, ce sont les sexo-cafés. Ça, c'est du teasing, parce qu'on va en parler tout à l'heure. En revanche, déjà, on peut le dire par rapport à ce que vous venez d'évoquer, vous avez l'habitude dans votre établissement, vous êtes assez ouvert sur l'extérieur. Oui. L'été dansant, vous en faites. Oui. Pas que entre les résidents. Non. Hein, voilà, ils ont le droit de sortir. Ah là là, oui, bien sûr. Oui, mais quand on dit bien sûr, c'est pas toujours aussi... Oui, bien sûr. Enfin, c'est continuer à avoir une vie sociale à l'intérieur, parce qu'effectivement, on peut aussi, quand on vient vivre en EHPAD, c'est vrai que 99% du temps, c'est subi. Et on est parfois dans une situation où on est isolé aussi à domicile, même si on peut avoir de la famille ou quelques relations sociales. Et là, tout d'un coup, on se retrouve avec, comme nous aujourd'hui, là, on est très nombreux. C'est pareil, au quotidien, d'être avec 100 personnes, c'est complètement différent. Donc, effectivement, les relations peuvent se faire beaucoup plus facilement. C'est beaucoup d'opportunités
d'opportunités, de Beaucoup rencontres. d'opportunités. En fait, c'est ça. Vous formez votre personnel sur Oui, ces oui, oui, questions? oui, oui, on forme. En fait, c'est de là qu'est venu effectivement l'atelier Café Sexo, d'un besoin de formation de l'équipe, donc qui questionnait sur il faut que tu trouves quelque chose, la vie sexuelle des personnes âgées en EHPAD. Alors, ça fait beaucoup de critères, beaucoup de barrières, et du coup, voilà, Et on va le détailler après, voilà. parce que ça fait partie des vraies propositions. Mais je continue mon petit tour de table, vous voulez bien, avec Carole Landel. Donc, j'ai parlé d'Intime Agir. C'est un centre de ressources, hein, Carole. D'ailleurs, Monsieur Le Guen de l'ARS Oui, l'a évoqué tout à l'heure. l'a cité en introduction, merci du coup. Donc le centre ressources Intime Agir, c'est tout nouveau en Pays de la Loire. Ça arrive là depuis, on travaille dessus depuis le début de l'année. Et il y a le site internet qui est sorti le mois dernier. Donc voilà, c'est tout récent. Vous pouvez y aller. On peut dire d'emblée que le site, c'est une V1, donc Work in Progress. On l'a testé ensemble avec Carole. On a bien vu que des fois, mais il ne fait que s'améliorer de jour en jour. Oui, il y a et déjà puis énormément de données. C'est de l'alimenter avec le temps. Donc vous pouvez retrouver notamment une cartographie avec les professionnels ou les structures qui sont concernées. Donc les centres Intime Agir, ça travaille autant sur la vie intime, affective et sexuelle, la parentalité et la lutte contre les violences. Et du coup, on s'adresse autant aux personnes en situation de handicap qu'aux professionnels, qu'aux parents ou aidants. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir un lieu ressources où vous pouvez avoir justement des réponses à ces trois thématiques-là. Ça vient d'où l'idée de ces centres de ressources Intime Agir? Alors, l'origine vient du Grenelle des violences qui a eu lieu en 2019, où les constats ont été assez énormes de voir que les femmes en situation de handicap vivaient d'autant plus de violences que les autres femmes. Voilà. Et du coup, suite à ça, le comité interministériel du handicap a lancé dans chaque région la création de centres d'intimité, affectivité, sexualité, parentalité et lutte contre les violences. C'est long, donc ils l'ont appelé Intime Agir et on les remercie. Et voilà, donc ça vient de là, du Grenelle des violences. Alors, vous êtes par ailleurs, et vous aurez l'occasion d'en reparler tout à l'heure, vous intervenez, vous, sur le terrain, via l'IREPS. Alors du coup, Intime Agir est porté en Pays de la Loire par l'IREPS et le planning familial. Et du coup, moi, j'appartiens aussi à l'IREPS et je suis coordinatrice du dispositif Intime Agir. Et dans mon parcours IREPS, effectivement, j'accompagne depuis une quinzaine d'années maintenant les structures sur la prise en compte de la vie affective et sexuelle via la formation, via l'accompagnement des équipes, via la création de programmes éducatifs à la vie affective et sexuelle et à l'animation en structure. Donc ça a été dit, hein, on peut éduquer, il y a des choses à apporter et j'entendais que voilà, ça sert, puisqu'à un moment donné, on vient dire non, tu touches pas à mon corps. Donc voilà, c'est des choses qui sont possibles et qui se mettent en place. Est-ce que vous diriez que finalement, alors d'abord, vous avez un regard sur ce qui existe comme formation. Ça, c'était la première partie de ma question, puisque j'imagine que vous êtes à peu près au jus de ce qui existe. Il y en a beaucoup des formations vraiment spécifiques sur la vie affective, la vie sexuelle, les postures de chacun. Alors, il y en a beaucoup, je ne saurais pas dire s'il y en a assez, beaucoup, pas assez. Il y a de la formation. Sur le site Intime Agir, on a recensé 16 instituts. Donc l'idée du site, c'est aussi de pouvoir permettre aux professionnels de monter en compétences, et pour avoir cette montée en compétences, d'avoir accès à de la formation. Et du coup, voilà, il y a 16 instituts qu'on a repérés. Alors on essaye de faire du local, c'est la mode en ce moment. Mais en tout cas, que les intervenants puissent venir dans les structures. Donc on retrouve des formations de... Ça existe, je ne saurais pas dire s'il y en a assez, pas assez, beaucoup. Voilà. En tout cas, on les rend visibles grâce à un outil comme celui-ci. Voilà. Ça permet de rendre visibles toutes ces propositions de formation, y compris, vous l'avez dit, parce que sur le site, il y a plusieurs entrées, professionnelles ou aidants, par exemple, ou personnes concernées. C'est ça. Voilà. Thierry Chartrain, je disais donc vous travaillez, vous représentez ici la RIFS. Est-ce que donc la RIFS, en 2 mots, grande école de formation à tous les métiers du secteur médico-social, du métier du lien et de la solidarité. Lien et solidarité. Est-ce que globalement, cette notion de vie affective, et on parlera aussi tout à l'heure de la vie sexuelle bien sûr, fait partie du socle commun de base de connaissances? Est-ce que on l'aborde dans ce socle commun de base de formation de connaissances de vos étudiants futurs professionnels donc. Oui, bien sûr, oui. Ou est-ce qu'on l'aborde qu'en formation continue, c'est ça? Voilà, bon. Je vais d'abord commencer par quelque chose qui n'a pas été cité, c'est que je suis éducateur spécialisé de formation, donc formé il y a 30 ans dans l'endroit où je travaille.
Donc autant partir de là, puisqu'effectivement, en tant que travailleur social, 10 ans auprès de personnes en situation de handicap adulte, il est clair que cette question-là n'a absolument pas été abordée durant ma formation, et que la formation qui est donnée maintenant, quelques années après, est toujours rendue au même point. Donc ça, c'est un constat. Maintenant, l'autre chose que j'aimerais aussi avancer, c'est que la question de la formation à la vie, bien sûr, affective, intime et sexuelle, elle est liée aussi à notre propre rapport à cette chose. Et de mémoire, j'essaie de me souvenir à quel moment j'ai vraiment commencé à comprendre ce que ça voulait dire. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai été formé sur le tas, sur ma propre vie affective, intime et sexuelle. Et je n'ai pas eu d'autres moments où on est revenu me chercher sur ces questions-là. Et je pense qu'on touche quelque chose de fort, les sujets de l'intime. À quel moment, nous, travailleurs sociaux, professionnels des EHPAD, on vient nous chercher sur notre rapport à l'intime, sur cette question, pas simplement de la vie affective, sur la mort, sur la religion, tous ces éléments-là. Et depuis tout à l'heure, j'écoute avec grand intérêt ce que dit notamment Noémie Nolot sur le rapport que nous avons en tant que personnes qui doivent conscientiser cela. Mais où on en est de cette conscientisation? Où on en est? Où on en est du fait que ce n'est pas une formation initiale qui va vous aider et qui va m'aider à faire en sorte qu'il y ait un déclencheur. Il y a des formations continues, on en reparlera tout à l'heure, bien sûr, puisque le service que je dirige en propose une. Mais il y a quelque chose que j'ai aussi compris. C'est que tout à l'heure, j'ai dit que j'avais été formé sur le tas, sur la vie affective, intime et sexuelle, mais j'étais formé sur la vie affective, intime et sexuelle des personnes concernées par les personnes concernées. Et le premier mentor que j'ai eu, il nous écoute. Il nous écoute, c'est Marcel Nuss. Et le premier pour être vrai, c'est personne que vous ne connaissez pas ici, puisque c'est un résident de l'endroit où je travaillais. C'est lui qui m'a initié le premier à cette question. Parce que le moment où je n'ai pas su lui répondre correctement, je peux vous assurer, c'est la première fois que je me suis senti aussi lâche dans mon métier. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience qu'il y avait un long travail à faire entre ce que j'imagine être les besoins de la personne et ce qu'ils ont vraiment besoin. Alors, vous imaginez bien que de là est né un certain nombre d'éléments, d'où les formations que nous proposons dans le service. Ce que vous dites, j'aimerais bien d'ailleurs que vous réagissiez peut-être, Amélie, sur ce que disait Thierry Chartrain. Finalement, c'est qu'il y a d'autres micros, hein, vous en prenez, voilà, il y en a 3 pour 4, ça va aller. Il faut que chacun des professionnels s'interroge, peut-être fasse un travail sur lui-même, sur des questions aussi sensibles que sa sexualité, son rapport à la mort, si on voulait élargir à la religion, tout un tas de sujets très très profonds. Vous en pensez quoi ? Je partage complètement. Enfin, en tout cas, moi, j'ai effectivement fait un peu le rapprochement entre les deux sujets. Je travaille dans cette association depuis plus de 20 ans. Et c'est vrai qu'il y a 20 ans, on travaillait sur l'accompagnement fin de vie. Et en fait, la démarche de ces formations, c'était vraiment de réfléchir à sa propre fin de vie. Et la question de la vie affective et sexuelle tout au long de la vie, on l'a abordée. Enfin, l'idée, c'était de l'aborder un petit peu de la même manière aussi. Donc oui, je partage complètement. Ça veut dire que, et là peut-être que vous allez pouvoir nous en dire un mot, Carole, selon le professionnel, selon là où il en est lui-même, avec son rapport à la sexualité de manière générale ou à sa propre sexualité, ou sa propre vie affective, ses difficultés, ses tabous, etc., il va pas prendre, la personne ne sera pas prise en charge de la même manière et ne recevra pas la même écoute. C'est juste dramatique, si c'est ça. C'est une histoire de personne. Vous pouvez tous répondre. Là, ça m'a fait écho à quelque chose que vous m'avez raconté, Carole, sur le fait que ça repose beaucoup sur des personnes. La mobilisation des équipes. Oui. Un directeur, un chef de service, un éducateur. La formation, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment que ça s'implante dans les murs et dans les textes de l'institution. Et on voit bien qu'on a pu former des professionnels à certains endroits qui ont mis des choses en place. On se dit, ça y est, c'est là, ça ne bouge plus. Et puis on revient 5 ans après et il n'y a plus rien parce que les gens ont bougé, parce que le chef de service qui portait s'est déplacé. Et du coup, ça semble être un éternel recommencement de former, de proposer de l'éducation à la vie affective et sexuelle. Donc la formation, elle est indispensable et ça commence par là, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment que ça vienne s'inscrire, que ça transpire dans les murs des institutions, quoi.
Merci beaucoup pour ce point, parce qu'effectivement, nous l'avons constaté, pour construire la formation que nous allons ouvrir au mois de mars, nous avons rencontré des établissements et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'est né d'une initiative personnelle d'une ou deux personnes qui sont encore dans les murs, et tant mieux, ça perdure. Par contre, pour l'autre institution que nous allons visiter le 4 décembre, la personne est partie en retraite. Et donc, l'activité n'est pas inexistante, mais elle a perdu de sa vitalité. Et c'est vrai que je trouve que le mot dramatique est juste. Parce qu'à la limite, si ce n'était pas grave, on s'en ficherait. Sauf que derrière, il y a effectivement des personnes, des hommes et des femmes, qui attendent simplement qu'on s'intéresse au-delà de la question des projets, de leur corps. Et dans leur rapport à la sensualité, leur rapport au regard, à l'attention. Des choses bêtes, puisqu'on n'est pas encore dans la vie sexuelle, mais les prémices de la vie sexuelle. Et c'est vrai qu'il faut qu'on appelle un chat un chat. Je suis intimement persuadé que la question nous amène vers un terme qu'on déteste tous, qui s'appelle la maltraitance. À un moment donné, on y arrive malgré tout ça. C'est peut-être de la maltraitance en creux, parce qu'on n'imagine pas qu'on a l'intention de le faire, mais en réalité, on y arrive. Et je voudrais juste aussi dire quelque chose qui m'étonne, parce que nous sommes en 2023, Noémie l'a dit à plusieurs reprises, nous sommes sur ce sujet. On avait fait une journée d'études en 2018 qui portait à peu près les mêmes enjeux, avec Marcel notamment, droit au plaisir, droit de choisir. On avait exactement les mêmes débats, et on revient en 2023, on a exactement les mêmes débats. Monsieur Giamy a commis un livre en 1983, il y a 40 ans. Il posait déjà les premières bases. Et moi, j'aimerais qu'on interroge aussi une question très simple. Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à démarrer ou qu'est-ce qu'on a perdu ? Alors ça, s'il y en a qui ont envie de répondre immédiatement, là, qui ont une idée, qu'est-ce qu'on n'a pas démarré ou qu'est-ce qu'on a perdu, vous levez la main, vous pouvez répondre à Thierry, il n'y a pas de problème. Si je ne vous vois pas ou si on ne vous voit pas, vous appelez. Dominique, vous avez parlé de « faut qu'on se repositionne ». Vous avez parlé, vous ne l'avez peut-être pas encore dit comme ça, mais qu'en tant que parent, finalement, la santé de votre enfant a toujours pris le dessus sur tout. Donc c'est vrai que penser sa vie affective ou sa vie de sexualité, ça passe après. Monsieur Giamy nous a largement rappelé tout à l'heure les liens entre santé et justement vie affective. Ça bouscule quand on est maman de Caroline qui a 30 ans aujourd'hui. Est-ce que tout ça, ça occupe et ça bouscule ? Oui, ça bouscule beaucoup. Et c'est comment nous, en tant que parents, on peut arrêter de voir ce sujet-là comme un problème. Ce n'est pas un problème. Il faut qu'on travaille avec vous, les professionnels, il faut qu'on discute, etc. Autant, alors je vais vous dire quelque chose qui va peut-être ne pas vous plaire, mais autant, alors c'est vrai que ma fille a une maladie rare, donc une maladie d'origine génétique. Autant, en tant que parents, on est considérés vraiment comme des partenaires au niveau des professionnels de santé, surtout dans ces maladies-là. On est patient expert. Moi, j'interviens dans des consultations pour améliorer la communication avec les familles, avec les patients handicapés intellectuels, etc. Mais je trouve qu'avec votre secteur, enfin, je suis contente d'entendre tout ce qui est prévu de faire, ben, c'est compliqué, quoi. Alors que là, on s'aperçoit, c'est ce qui a été dit, il faut qu'on se mette autour de la table, mais avec la personne concernée. Comment voulez-vous que nous, parents, on intervienne dans les établissements, on vienne vous voir en disant « mais aidez-moi, j'ai un problème, c'est la vie affective de ma fille ». Ben non, c'est pas possible, quoi. Donc c'est vraiment ensemble qu'on peut arriver à trouver un outil, des moments. Mais voilà. Dominique, elle peut aller dans l'établissement et dire « aidez-moi, parlons de la vie affective de ma fille ». Oui, vous avez le droit de le faire. J'espère que vous serez bien reçu quand même. Oui, parce qu'en fait, on va bien comprendre. Non, on l'a déjà un peu entendu et on le comprendra tout au long de la journée. La vie affective, elle est omniprésente. Quelqu'un lève la main tout là-haut et a une envie impérieuse de prendre la parole. Alors allez-y. On vous apporte un micro. Souvent, on se dit que la vie affective et sexuelle du résident et de l'adulte, ça lui appartient. Et en fait, mettre la famille au cœur de ça, c'est encore le mettre dans un statut d'enfant, entre guillemets, mais que j'entends, hein, je comprends qu'effectivement, la distance et tout ça, c'est compliqué à travailler. Mais aussi, nous, moi, mon travail aussi, c'est que le résident, il s'émancipe en tant qu'adulte. Et son émancipation, elle va aussi avec sa liberté
affective et sexuelle. C'est-à-dire que moi, en tant qu'enfant, je ne restitue rien à mes parents de ma vie affective, c'est ma liberté. Et j'imagine que l'enfant, ou l'enfant pour vous, nous, l'adulte et la personne qu'on a en face de nous, elle a aussi ce même désir, ou un autre, peut-être de partager avec sa famille, mais c'est son libre choix et son libre arbitre. Et qu'à ce moment-là, quand effectivement, si c'est possible pour lui au niveau intellectuel, j'entends, et encore leur donner la possibilité de ça, hein, c'est-à-dire avoir l'écoute suffisante pour pouvoir qu'ils manifestent leurs besoins et leurs envies, et peut-être aussi leurs besoins de silence et leurs besoins de qu'on agisse, parce que moi c'est ce qui me manque, c'est comment j'agis, comment dans mon travail au quotidien, je suis AMP, comment dans mon travail j'interviens auprès d'un résident. Hier soir j'ai eu une situation qui m'interpelle dans comment j'arrive à sa satisfaction à lui de sa vie affective et sexuelle. Oui, je m'interroge et j'en ai plein d'interrogations sur ça, et sur la place des familles et sur la place des adultes. Comment faire que ces personnes, en fait, soient considérées comme des personnes comme vous et moi. Effectivement, pour moi, c'est mon travail de ne pas faire qu'inclure, de faire qu'ils soient. Mais qu'ils soient réellement, c'est-à-dire que dans toutes, on leur donne le droit de vote, mais qu'on leur donne le droit à la vie affective et sexuelle, mais de concret. Pas que de la parole, parce qu'effectivement, des paroles, on en a plein en réunion, on en parle, on en reparle. Mais que alors déjà, tant mieux. C'est déjà un bon début, parce que c'est pas partout le cas, mais très bien. Merci pour toutes ces questions. Aurélien, en fait, c'est Aurélien qui va venir voir Noémie pour le micro. Moi, je veux bien apporter juste une précision. Et pendant ce temps-là, Dominique répond. C'est que moi, ma fille est à domicile et qu'elle va travailler en ESAT. Et qu'elle est handicapée intellectuelle, mais elle s'exprime. Et c'est elle aussi qui demande, qui me dit « Tiens, maman, il y a un garçon qui m'a pris la main aujourd'hui. Est-ce que c'est ça d'être amoureuse ?» Donc, vous voyez, donc la position de maman déjà par rapport à ce sujet-là. Mais ce que je voudrais, comme l'autodétermination pour tous les autres sujets, c'est qu'on soit sur la même longueur d'onde, qu'on ait des possibilités d'échanger avec vous, les professionnels. Est-ce qu'on fait les choses bien? Je ne sais pas. Je suis experte de sa maladie. Oui, certes, j'ai la chance d'avoir été formée sur sa pathologie, sur la génétique, etc. Mais là, je suis pas plus formée que vous et elle, et j'ai besoin de lui répondre. Elle attend des réponses. Mais ce que j'aimerais bien, c'est que la réponse, ce soit commun. Il faut qu'on soit avec elle et puis qu'on soit coordonnés. C'est ça qui me bouleverse aussi. Je ne suis pas toute seule à répondre. Oui, c'est ça. Noémie veut intervenir, et puis on aura Marcel Nuss qui voulait aussi intervenir. Allez-y, Noémie. Je voulais juste soutenir le propos de Dominique et pas l'éteindre. Comme de cette manière-là, c'est la vérité. Mais parce que c'est insinueux, parce que c'est progressif. Quand on est des parents d'enfants vivant avec handicap, c'est toute la vie qu'on apprend à être à côté des enfants. Et on soutient beaucoup la médecine, parce que la médecine ne sait pas faire beaucoup de choses avec les personnes qui vivent avec handicap. Par contre, en termes d'éducation, les parents, à mon sens, apprennent surtout à confier leurs enfants. Et donc, ce sujet n'est plus un sujet. Et merci, Dominique. Et moi, je voulais juste que tu continues sur ta lancée, parce que c'est la vérité. Et qu'on ne vienne pas dire, mais bien sûr que si, vous pouvez y aller dans les établissements. De fait, c'est idéal, c'est utopiste. C'est pas la vérité aujourd'hui. Et c'est la faute de personne. Hein. C'est un système qui est organisé comme ça. Juste, moi, je veux bien que tu reprennes. Et j'en profite juste pour dire la question que M. Chartrain a posée. Est-ce que c'est pas la question du sens, en fait? Est-ce que c'est pas juste ça qu'on a oublié? Merci Noémie. Alors il y a Marcel Nuss donc qui est connecté. Rebonjour Marcel. On est. Je crois que vous suivez avec beaucoup d'attention tout ce qu'on dit. Allez-y. Voilà, je voulais vous dire que tout ce que j'ai entendu ce matin est passionnant. Passionnant, mais théorique. Et la question de Thierry, pourquoi on n'avance pas? Pour moi, il y a deux réponses. Premièrement, on n'avance pas par manque de courage, par obsession de la surprotection
par incapacité d'accepter l'idée que les personnes handicapées et les personnes âgées puissent être frustrées. Et la deuxième raison, c'est parce que, contrairement à ce qu'on pense et à ce qu'on prétend, on est toujours régi par la culture de l'assistanat. Et donc, on ne peut pas parler d'égal à égal. Inconsciemment, une personne handicapée n'est toujours pas, ne vaut pas une personne valide. Si je prends ma vie, jamais je n'ai laissé mes parents s'introduire dans ma vie sexuelle qu'avec certains handicaps cognitifs intellectuels. On a besoin des parents. C'est une évidence. En revanche, quand on a un handicap moteur à partir de 18 ans, on est majeur. Voilà. Donc, travaillons sur le rapport au handicap, sur ce système qui réduit la personne, même involontairement, à son handicap. Merci, merci Marcel d'avoir rappelé. C'est vrai qu'on évolue dans la culture de l'assistanat. Il y a entre autres ça. Et je me disais en vous écoutant, Marcel, qui d'entre nous ici a partagé les secrets de sa vie sexuelle et affective avec ses parents? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde, en vrai. Hein. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose de spontané et c'est quelque chose de très intime. Voilà. J'aimerais que vous nous racontiez, Amélie, ce que c'est que cette histoire, si je peux le dire comme ça, de café sexo. Dominique, voilà le bien. Super. Alors en fait, donc ça vient de la demande de formation et voilà, je ne trouvais pas de formation, il me semblait adaptée au sujet. Ah, qui était demandée par l'équipe, c'est l'équipe qui était demandeuse. Oui, voilà, c'est ça, c'est l'équipe qui était demandeuse. Et j'avais entendu donc parler d'une personne sexologue, sage-femme de formation initiale et thérapeute de couple, qui intervenait justement dans les établissements sous la forme de café sexo. Donc j'ai pris contact et puis on a effectivement monté ce temps ensemble. Donc ce qu'elle propose, donc ça s'appelle Véronique Agrapar, elle propose en fait 3 temps sur la question de la vie affective et sexuelle. Un premier temps qui est vraiment réservé à l'équipe, dans l'idée de comprendre le sujet, de quoi parle-t-on, quelles sont les questions forcément, partir des questions de l'équipe. Et puis dans l'idée aussi d'être vraiment dans le concret et de répondre déjà à des questions du quotidien et de pouvoir motiver, mieux comprendre pour motiver les résidents à participer à la deuxième partie de ce café sexo, donc qui se déroule quelques jours après. Qu'elle anime à chaque fois, c'est à chaque fois des interventions qu'elle anime elle-même, et donc de pouvoir là aussi poser un contexte. Donc elle a un support ou pas, un support PowerPoint ou pas, et donc elle déroule en fait un certain nombre de questions, mais qui sont vraiment tournées vers les questions des résidents d'abord, des personnes accompagnées. Très concrètement, votre équipe, quand elle est demandeuse de formation, quelles sont les situations qui lui posent problème ?
La question, ce que vous me posiez tout à l'heure, voilà, comment on réagit quand deux personnes on se rend compte que deux personnes se rapprochent. Est-ce qu'on dit quelque chose aux enfants, à la famille, aux proches, quand il y a effectivement, comment je dois réagir quand je rentre dans la chambre et que Madame est en train de se masturber. Voilà, enfin des situations très très concrètes. Qui nettoie le sextoy s'il y en a un. Voilà. Il y a des sextoys dans vos établissements? Alors, je n'en ai pas connaissance, mais s'il y en a... Vous auriez pu avoir connaissance en aidant les personnes à s'en Est-ce procurer? que je dois en avoir connaissance? Je ne sais pas. C'est une vraie question. Mais en tout cas, c'était des questions de l'équipe. Donc, voilà. Et donc, on a travaillé sur ces questions-là. Et l'accompagnement des résidents sur des adultes âgés, voilà, qui sont résidents en EHPAD, mais des adultes âgés, se tourne vers à la fois est-ce que vous vous autoriseriez à avoir une nouvelle vie amoureuse, voilà, et d'ouvrir, faire tomber un peu les barrières et d'ouvrir en tout cas le dialogue et les propos. Et puis donc un troisième temps aussi qui est réservé aux proches, aux amis, voilà. Donc en fait un café sexo, voilà, en 3 temps. Et là, c'est le désert total. Voilà, il n'y a personne qui au moment des familles, dans le troisième temps. Ouais, voilà. Alors parce que pour elles, vous pensez que leurs proches, leurs parents, grands-parents, un peu comme on a entendu dans la vidéo, je ne sais pas si vous avez fait attention, cette professionnelle qui disait qu'elle pensait que ce n'était pas un sujet et qu'il n'y avait pas de... Je ne sais plus quels sont exactement ces termes, mais ça m'a marqué. Est-ce que les familles, c'est ça aussi? Elles ne peuvent pas penser la vie affective de leurs proches? Alors, je pense que c'est ça. On a eu des petites bribes de réponses quand même. En tout cas, même s'il y a eu désert des familles, des proches. Alors, désert, j'exagère un peu. Il y a quand même eu quelques personnes, mais qui se comptaient vraiment sur les doigts d'une main. Et moi, j'ai perdu ce que je voulais dire. On était sur l'impensé, en fait. Oui, l'impensé. Et les bribes, ça a fait parler pour autant dans les familles. Parce qu'en fait, on avait fait des supports qu'on a pu envoyer aux proches pour les inviter. Et donc, il y a eu discussion. Ah bon, mais pourquoi ce sujet-là, etc. Donc, les gens ne sont pas venus, mais ça a fait parler, en tout cas. Et donc, voilà, il y a quand même des personnes qui sont intervenues. Ça a été assez intimidant pour elles, puisque effectivement, elles étaient très peu nombreuses. Mais en tout cas, voilà, on a pu les accompagner. Et du côté des résidents, ils étaient nombreux à être volontaires pour participer? Oui. Ouais. Oui, hommes et femmes, vraiment beaucoup d'échanges et à la fois des échanges très positifs sur le fait de dire oui, moi je me suis déjà rapprochée de quelqu'un, mais je vous dirai pas qui c'est. Et puis aussi des situations difficiles vécues dans la vie ou des souvenirs heureux et ou malheureux, mais en tout cas effectivement qui étaient sur le sujet de la vie affective et sexuelle. C'est vrai que les résidents de vos établissements arrivent là avec déjà un paquet de vécu, vous l'avez dit, d'histoires, y compris d'histoires amoureuses ou sexuelles ou autres, intimes, sensuelles, chouettes et douloureuses aussi parfois. Oui. C'est leur bagage. Tout à fait. Et ils en parlent? Oui, ils en parlent assez facilement. Ce que je trouvais d'intéressant dans l'intervention de Véronique, c'était le fait que c'est pas, la méthode déjà sur ces 3 temps, et puis le fait que la parole soit recueillie par quelqu'un dont c'est le métier de recueillir la parole, puisqu'elle a une activité vraiment centrée sur ce sujet. Donc c'est vrai que vous disiez tout à l'heure, c'est pas mon sujet, c'est la vie intime, privée des résidents, donc c'est pas à moi de m'en occuper. En vrai, c'est pas si simple que ça, parce que parfois on a besoin de s'en occuper quand même un petit peu, ne serait-ce que pour les aider. Jusqu'où on soutient et on accompagne quand même. Il y a ça. Je vous vois faire oui, Thierry. Oui, parce que depuis tout à l'heure, je vous écoute et il y a quelque chose qui m'a marqué quand vous avez énoncé le fait que vous ne saviez pas s'il y avait des sextoys, premièrement, et deuxièmement, s'il y en avait, savoir qui allait les nettoyer, tout cela. Je me suis dit, mais techniquement, déjà, un sextoys, c'est pas si simple que ça. Parce que mal placé, même un womanizer super bien équipé, il fonctionne pas bien. Et il y a une technique du plaisir, il y a une technique de la rencontre. Et ce mot-là, il n'est pas
il n'est pas anodin. La rencontre, c'est l'avant-dernier bouquin de Charles Pépin, le fameux philosophe, qui nous dit que pour avoir rencontre, il faut trouble. Il faut qu'on soit troublé. Et je fais le petit parallèle, un peu facile, je le reconnais, mais je vois bien que pour pouvoir rencontrer ce sujet, on a beaucoup de difficultés car il faut passer par cette question du trouble. Et ça veut dire aller regarder sur nos... Je reviens un peu sur la même chose, mais regardons un petit peu sur nos propres conceptions de la question de la vie affective, intime et sexuelle. Et pour faire un lien avec la formation, puisque j'y viens tout doucement, je ne crois pas aux formations initiales données par des personnes qui ne sont pas concernées. Du coup, il va falloir retourner la table, hein, pardon. Mais j'ai pas fini. Je pense qu'effectivement, pour qu'il y ait trouble, il faut qu'il y ait à un moment donné une vraie rencontre avec une personne, comme Noémie ce matin, comme Marcel, qui vient nous dire de l'intérieur, voilà ce dont j'ai vraiment besoin. Pas votre pensée à vous, pas votre construction normative judéo-chrétienne, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse surtout, c'est moi. Et de fait, la question, elle devient maintenant beaucoup plus large parce qu'elle vient croiser d'autres éléments, vous l'avez entendu parler, sur la place des personnes concernées, l'autodétermination et autres. Dans un avenir, j'espère, très proche, cette question-là sera caduque parce que je ne vois pas d'autres situations pour faire avancer que le lien qu'il y aura entre les professionnels et les personnes concernées sur des sujets qui les concernent. Rien pour nous sans nous, disait ce matin Noémie. Je pense que ce sera aussi la même chose. Donc, à partir de là, la question de la conscientisation et la question de ce qui va nous troubler doit être notre boussole. Vous en pensez quoi, Carole, de ce que vient de dire Thierry? C'est qu'il ne peut pas y avoir de formation sans intervention, relation et prise part à la formation de personnes concernées. J'ai du mal à l'exprimer. Non, je crois que j'ai capté. Oui, la formation, mais ça me paraît tellement évident qu'elle ne peut pas être suffisante. C'est-à-dire qu'il faut être dans une vraie prise de conscience de ce qui se passe, de ce qui se vit. Et il faut être dans des choses très concrètes. Alors, il y a beaucoup de demandes ce matin que ça soit concret. Et effectivement, la formation, elle n'est pas concrète. Et la formation prend forme sur le terrain par des actes et de la prise en compte concrète. Et du coup, c'est ça que les personnes attendent, et d'être à l'écoute, d'accepter effectivement de travailler sur ses propres représentations, de faire des pas de côté, de qu'est-ce qu'on met derrière la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. On a tous nos représentations, mais il faut pouvoir se décaler et avoir d'autres perceptions aussi. Et tout ça, ça demande c'est un travail continu en fait, et d'ouverture et de mise en œuvre, quoi, d'échange, de partage, et partir évidemment des besoins des personnes en situation de handicap. Ça paraît tellement évident. Tellement évident. Pour autant, puisqu'il faut du concret, je disais, il faut retourner la table. À la RIFS, par exemple, vous en êtes où? Merci, c'est gentil. Écoutez, c'est ça qui est extrêmement paradoxal. J'en parlais tout à l'heure à la pause. Donc, ça fait 40 ans que le sujet véritablement est posé par M. Jamy. Ça fait X journées d'études, conférences, colloques, formations, de tout va, bref, blablabla. Beaucoup de choses. Et on en arrive quand même à un questionnement véritable. C'est quand on met en place une formation, ça a été le cas à la RIFT avec Marcel Nuss en 2019, qui traitait exactement du sujet qui nous concerne, sur la conscientisation et l'action concrète, avec à la fois un pilotage par les directeurs. Donc on avait une formation vers les cadres et les directeurs, et en même temps les accompagnateurs. On a eu 5 personnes. 5 professionnels 5 qui se sont inscrits. professionnels qui se sont inscrits, on n'a pas pu monter la formation. Elle s'appelait comment, la formation? Elle s'appelait... Alors, de mémoire, je m'en souviens C'est un absolument piège, plus. Parce que, voilà. Eh ben, Pardon, j'ai pas je voulais pas vous piéger, Thierry. Non, je vous en prie, mais en tout cas, la question, elle était assez explicite, et le contenu, il l'est. Et d'ailleurs, elle rejoint beaucoup la formation qu'on a montée avec, encore une fois, Marcel, sur le mars 2024, où on va vraiment attraper cet élément de conscientisation. Et alors, on s'est permis de mettre, et merci d'ailleurs aux organisateurs de nous avoir laissé la possibilité de vous laisser le catalogue, une petite plaquette qui dit bien, voilà nous où on veut aller à la RIFT, parce que, je vous l'ai dit, dans un centre de formation, la formation fonctionne que si les personnes concernées ont une place prépondérante et une place très active. C'est le cas pour cette formation avec Marcel notamment. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Vous pouvez relever la main, madame, voilà, et on va vous apporter le micro. Bonjour, je suis juste hyper surprise en fait qu'à l'heure actuelle, à la RIFT, vous ne formez pas, et en fait on parle de formation, on peut parler d'éclairage, d'ouverture, enfin bref, sur un petit temps donné. Enfin, pour le coup, j'ai été formée il y a une dizaine d'années, et
ça avait été en fait sur une demi-journée des questions posées, des témoignages en effet de personnes en situation de handicap qui parlaient de leur sexualité ou de leur vie affective. Et là, je suis surprise en fait que vous disiez qu'à l'heure actuelle, Thierry Chartrain, à la Rift, il n'y a pas du tout de module là-dessus. Enfin, ça paraît dingue. J'ai oublié de me présenter complètement. Je suis aussi docteur en sciences de l'éducation. Et pour moi, former, c'est pas ça. Si c'est juste pour écouter des gens pendant un tout petit temps et ne pas travailler sur soi, ce n'est pas de la formation. Sur les sujets de l'intime, on ne peut pas faire du saupoudrage. Et c'est le gros problème que nous avons en général, c'est que pour moi, former à des sujets comme ceci, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps qu'on l'imagine. Moi, je veux bien vous vendre quelque chose. Concret, Thierry, pardon, je vous interromps. Faudrait quoi ? Faudrait faire quoi ? Premièrement, il faut intégrer les personnes concernées dans tout acte de formation. Ça veut dire que derrière, on passe par une véritable réflexion, introspection sur soi. C'est ce que Marcel a appelé la conscientisation. On se voit d'abord et avant tout comme un objet de travail. Ensuite, on travaille sur des objets concrets. Et excusez-moi, messieurs, dames, mais la question des groupes de parole, ça fait 40 ans que c'est mis en place. Ça fait 40 ans qu'on fait de la sublimation déguisée. En gros, on dit aux personnes, vous allez parler, comme ça, au moins ça va faire du bien. Mais entre-temps, il ne se passe rien. Et dans le concret, c'est compliqué. Vous voulez dire que c'est un peu comme toutes les commissions qu'on fait partout pour... Tout à fait d'accord. Vous savez, Clémenceau disait, quand on veut enterrer un dossier, on crée une commission. On peut créer des groupes de parole, vous dites. Voilà. Et on a une intervention aussi, je ne sais pas où. Voilà, coucou, je vous vois. Bonjour. Et moi, je voulais intervenir parce que je vous rejoins assez. En fait, effectivement, une demi-journée, c'est très peu. Mais je pense que le problème, il vient complètement de ce que ça renvoie pour nous. Et en fait, les craintes, elles se tournent plutôt du côté des professionnels. À savoir, si on regarde les chiffres, des agressions, alors c'est beaucoup plus négatif que la vie intime et sexuelle, mais les agressions sexuelles sur les personnes en situation de handicap au sein des institutions ou autres sont portées, c'est dérisoire le nombre de celles qui sont réellement portées devant la justice ou pour lesquelles il y a des suites données. Nous, on a été confrontés à ça, donc ma chef de service s'est renseignée et les chiffres mais c'est effrayant. Il y a 80% presque de femmes en situation de handicap qui ont des expériences de ce type-là, et puis 99% qui ne sont pas portés devant la justice ou autre, parce que je pense que c'est extrêmement difficile pour les équipes de se saisir de ce sujet, et si ça l'est sur ces expériences négatives, ça l'est très certainement aussi sur les expériences positives, parce qu'il y a un vrai sujet éthique en fait, mais ça demande vraiment une réflexion intérieure. Je ne sais pas jusqu'où on est prêt à le faire, en fait, mais je pense que c'est beaucoup plus profond que ça, ouais. Merci beaucoup, madame. On reviendra en fin de journée sur la dernière table ronde sur la question du droit, de la protection. Et on reviendra probablement sur les chiffres que vous avez évoqués également. Est-ce que quelqu'un voulait répondre à madame ? Ça n'apportait pas forcément de réponse, mais on a une autre question là-bas, tout là-haut. Oui, on attend. Bonjour. Allez-y. Je voulais remercier l'intervention de Monsieur Chartrain sur le fait qu'il faille absolument former aussi les personnes concernées. Marcel Nuss disait qu'il voulait du concret. Je travaille au Crédavis. On lutte depuis... C'est quoi le Crédavis ? C'est une association qui lutte pour le droit à la reconnaissance et l'accès à la sexualité pour tous. Et on fait de la formation. Et dans nos modules de formation, on intègre systématiquement les personnes accompagnées sans la présence des professionnels, parce que c'est en informant et c'est en formant les personnes concernées qu'on permet de garantir l'effectivité de la continuité de ce travail, malgré les professionnels qui passent, et parce que c'est eux après qui se battent pour leur lieu de vie, leurs conditions de vie, leur quotidien. Et vous disiez justement les petites choses. Alors quand on parle de formation à la sexualité, eh ben oui, on parle d'un miroir de plein pied. Oui, on parle de l'accès aux chambres. Oui, on parle des horaires de repas qui sont partout les mêmes. On parle de cette autodétermination. On parle de la place des familles. Parce que oui, les familles, je vous rejoins, Madame Lebert, sont pas toujours informées de ce qui se passe, parce qu'on a peur, en tant que professionnel, de la réaction de certaines familles aussi, qui sont pas à l'aise avec le sujet. Sheila Waringburg disait très judicieusement qu'il est important de mettre en place, depuis la toute petite enfance, mais quel que soit
l'enfant concerné, qu'il soit valide ou pas, un cahier de liaison qui reprend la question de la puberté. Votre enfant, dans le milieu scolaire, on aborde les questions de la puberté avec votre enfant. Très bien, les parents sont informés, ils sont soulagés, ils savent qu'ils n'ont pas à y aller non plus. Et ils savent ce qui se passe. Et en fait, c'est des choses qui marchent, qui fonctionnent, mais tant qu'on n'intégrera pas les personnes concernées au cœur des formations, ça ne fonctionnera pas, parce que ça tiendra uniquement sur des professionnels qui viennent malheureusement. Merci beaucoup. Alors, je pense que cette histoire de cahier de liaison et de qu'est-ce qu'on écrit ou pas dans les fiches de transmission, c'est comme ça là que l'on dit en établissement. Alors là, il y a débat. Bon, Noémie a une question et ensuite Marcel également. Et pour être très concrète, effectivement, à Madame Leclerc, parce que pour moi, enfin, je remercie le témoignage qui vient d'être fait parce que c'est quand même ultra important ce qui vient d'être dit. Et il me semble qu'il faut qu'on agisse simultanément et que la gouvernance est au cœur aussi de tout ça. Et donc, j'ai des questions très concrètes, très pratiques. Et du coup, ça semble très facile pour vous de gérer les réponses à apporter aux personnes sur leur sexualité. Et je trouve ça génial. Et du coup, j'aimerais savoir comment vous gérez les sollicitations, j'ai envie de dire, les demandes des institutions. Par exemple, je pense à l'ARS, je pense à la MDPH, je pense à tous ces organismes à qui on doit justifier les choses. Et comment vous, du coup, en tant que directrice, vous gérez le risque, la possibilité du risque. Et je redescends encore un peu en disant, du coup, quelqu'un qui... je vous donne en fait une question très concrète. Une personne qui souhaiterait, puisqu'on parlait de sex toys, aller acheter un sex toys, mettre une pile dans un sex toys, utiliser un sex toys, mais qu'elle n'y arrive pas. Ok, toutes ces questions-là, quels outils, en fait, en tant que gouvernance, est-ce qu'on peut mettre en place à la fois pour répondre aux inquiétudes, à la fois pour répondre aux institutions, à la fois pour avancer? C'est très concret. J'ai besoin de réponses concrètes. On va tâcher. Voilà. Allez-y, Amélie. Alors, en fait, là, effectivement, c'était one shot, cette situation-là. Après, effectivement, on est là avec les informations, avec le partage et on avance. L'idée, c'était vraiment de lever, en tout cas, un certain nombre de questions et d'envoyer le signal aussi, et on le partageait à un certain nombre de membres de l'équipe, de dire OK, on en parle et il ne faut pas que ce soit compliqué entre nous. Je pense que ça a levé, en tout cas, ça a atteint cet objectif-là. Après, tout ça, c'est aussi du cas par cas. Je ne sais pas si ça va être très concret la réponse, mais ça va quand même être ça. Tout le monde n'est pas à l'aise, effectivement, même dans l'équipe soignante encore aujourd'hui. Je ne vais pas vous vendre du rêve pour autant. Donc, oui, ça va dépendre des personnes. Peut-être que ma collègue qui avait posé la question et qui nettoie le sextoy, elle est plus à l'aise. Voilà. À partir du moment où dans l'équipe, on a une plus grande facilité parce qu'on a levé un peu le voile et OK, on en parle ensemble, on va de toute façon un petit peu plus loin au quotidien. J'ai pas du beaucoup plus concret, en tout cas. En gros, si on voulait répondre concrètement à la question de Noémie, est-ce que on peut mettre la pile dans le sextoy quand on est professionnel? Voilà. Oui. Donc c'est possible parce que vous le rendez, c'est rendu possible dans le fonctionnement global de l'établissement en quelque sorte. Ce que je dis, c'est que du coup, ce sont des outils qui doivent être posés et actés. Et je fais référence à un établissement que pour le coup j'ai bien connu, qui par exemple pour les notions d'intimité, un jour a fermé les portes des toilettes des professionnels à clé et a écrit « c'est pas l'heure ». Voilà, c'était radical, c'était posé, c'était difficile. Les professionnels ont eu l'expérience terrible de ne pas pouvoir aller aux toilettes à l'heure qu'ils souhaitaient. C'est ce que vivent les personnes c'est ce qu'elles vivaient dans cet établissement. Donc, pour moi, ça, c'est un outil. Pardon si ça choque, c'est radical. Pour moi, c'est juste un outil. Ça a été fait une fois, ça n'a pas duré longtemps. Ça a réveillé les consciences. Et du coup, ça a été posé. C'est un outil qu'on peut utiliser. C'est ça ma question. Comment on généralise? Parce que ça tient à l'humain, tout ce que vous dites. Tant mieux si vous êtes là. Comment on fait pour que toute la France ait des gens comme vous?
Alors, soyons d'accord, je ne crois pas qu'on ait la réponse ici, Noémie. Hein. On a bien conscience tous, je pense, nombreux, en tout cas nombreux, que le sujet, il est là. Ça fait référence, et si je reviens, parce qu'on va parler cet après-midi plus précisément des questions liées à la sexualité, mais si je reviens à la vie affective, et après je vous donne la parole, Marcel, et je sais que vous attendez, est-ce que ça vous est arrivé, Dominique, de vous dire que pour votre fille, la vie en institution était tellement cadrée, tellement faite de règles, d'horaires, de contraintes, que ça allait l'empêcher peut-être de vivre sa vie? Oui, mais je comprends qu'il y ait des règles, etc. Mais ce que je voudrais aussi dire, c'est ce sujet-là, en fait, qu'on peut aborder comme un problème au niveau des familles. Il faut absolument qu'on échange. Donc il y a des choses, enfin, il y a sûrement des choses à changer au niveau des établissements. C'est ce qu'on nous demande de le faire. C'est ce que je disais tout à l'heure sur l'autodétermination. Et je trouve que là, l'autodétermination pour ces personnes handicapées intellectuelle, elle a vraiment le droit d'être là, et notamment au niveau de la vie affective. Mais comment on fait justement pour les rendre plus autonomes au niveau de leur vie affective et sexuelle? Est-ce que ça passe en effet par des changements d'habitude? Mais je comprends aussi que rien que l'autodétermination, ça bouleverse de toute façon la formation que vous avez pu avoir il y a X années, etc. Et même pour vous, les plus jeunes. Mais on est dans le... L'institution est lourde. Mais oui, c'est très lourd. Mais je trouve que l'autodétermination, là, c'est vraiment le moyen de faire bouger les choses. Donc, imaginez au niveau des familles, le cheminement que ça demande, c'est très compliqué. Donc, si on n'échange pas ensemble sur cette autodétermination, sur ce changement de regard, on n'y arrivera pas non plus au niveau de la vie affective et sexuelle. Là, on en est encore très loin, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui existent, des ressources. On a vu, là, vous avez aussi même l'espace a fait un récapitulatif de plein de ressources qui existent, les livres, des formations. Nous, au niveau du collectif TECAP, c'est vraiment aussi un sujet qu'on s'empare pour accompagner aussi bien les professionnels que les familles. Et au mois de janvier, au sein de la MDPH, on aura une nouvelle, vous l'avez dans le petit dépliant, on aura une journée encore sur cette vie affective et sexuelle pour essayer de valoriser toutes ces ressources et d'y voir clair. Merci pour ces infos, Dominique. Il nous reste 5 minutes. Alors, évidemment, ce n'est pas assez, je le sais. Marcel et Thierry, on va terminer sur cette formation que vous avez montée, que vous montez ensemble. Comment on fait? Thierry commence, Marcel, vous complétez, ça vous va? Oui. T'es d'accord, Marcel? Je suis toujours d'accord. Ça marche. Alors, alors déjà, oui, ça me fait vraiment plaisir de te voir, Marcel. C'est vrai que j'aurais aimé que tu sois présent, mais je sais que ce n'est pas obligatoirement très simple pour toi en ce moment. Cette formation, elle est étrange parce qu'à la base, on avait pensé que c'était surtout les professionnels accompagnateurs qui en avaient besoin. On s'est rendu compte que c'était au-dessus que ça devait se passer. On a parlé de la gouvernance tout à l'heure. Il y a une strate au milieu qui s'appelle la dirigeance. On pense que les directeurs et les cadres ont besoin d'avoir un éclairage sur leur propre rapport à cette question. Et donc, on a effectivement créé ensemble avec Marcel et le service Innovation et Développement une formation qui va aider les cadres et directeurs à piloter des projets de vie affective, intime et sexuelle et par là même devenir référent vie affective, intime et sexuelle. Et grâce à Marcel, il l'a redit, et c'est vrai qu'on revient souvent sur la même chose, mais c'est essentiel. La première chose qui va être travaillée, c'est la conscientisation. C'est-à-dire qu'on ne va pas échapper au fait qu'on ne passera pas par de l'information ni de la sensibilisation, on passera par quelque chose qui, d'abord et avant tout, doit être travaillé, c'est-à-dire et vous là-dedans. Ça passe par un travail avec Marcel qui s'effectuera quasiment dès le départ, d'ailleurs à Montpellier. Et puis, nous irons par la suite travailler sur un montage précis de dispositifs vie affective, intime et sexuelle. On parle de concret, il faut parler concret. C'est-à-dire que le pilotage d'un projet, c'est on veut voir un projet. Mais pas un projet, vous me pardonnerez si je suis parfois un peu provoque, mais c'est vrai qu'avec un petit peu d'ancienneté et d'expérience, je me rends compte qu'il faut qu'on soit très clair sur c'est quoi un projet vie affective, intime et sexuelle. Et ça ne peut pas être un groupe de parole. Ce n'est pas un projet, ça. Ça, c'est les débuts du projet. Il faut quelque chose de plus audacieux, quelque chose qui nous laisse plus créatifs.
Et évidemment, avec Marcel et d'autres accompagnateurs, on va accompagner tout cela. Le projet terminant... Elle est pour quand la formation? Alors, elle commence, Je vais vous presser parce en qu'il mars. faut qu'on entende Marcel. Elle commence en mars et finit en décembre. Mars-décembre, ok. Mars 2023. Et juste pour terminer, parce qu'on croit effectivement que c'est important... 2024, oui, on a corrigé. 2024, pardon. Je ne me vois pas vieillir, c'est pour ça. 2024, la question, effectivement, c'est de revenir sur la prestation, le dispositif. Et je crois que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez, c'est revenir sur les projets et voir si c'est concrètement ce qu'on attendait. Ce n'est pas moi qui va servir d'évaluateur, c'est Marcel. Donc, les inscriptions sont ouvertes? Ah oui, tout à fait, jusqu'en février. Ok. Février 2024, bien sûr. Donc, pour les dirigeants, donc les directeurs. Oui. Directeur, cadre. Directeur, cadre. Oui. Et en espérant qu'il y ait, en effet, évidemment, de ruissellement, pour reprendre le petit mot à la mode. Mais il paraît que ça ne marche pas, le ruissellement, vous savez. Hein. Il paraît que ça marche aussi parfois, mais pas dans le même milieu, je crois. Marcel, je vous donne, c'est vous qui allez conclure ce moment de cette table ronde-là, peut-être en revenant sur cette formation. C'est comment dire, pour vous, c'est une nécessité, un impératif de former? Ah oui, c'est un impératif. Mais il faut savoir pourquoi former. Si c'est du blabla, autant passer des heures en vacances. C'est du temps perdu. Il faut former pour que, dès que la formation est terminée, les personnes formées mettent en avant ce qu'elles ont appris, qu'elles concrétisent leur apprentissage. Il ne s'agit pas de former. Et on passe à autre chose. Et j'aimerais finir par l'intervention de cette personne qui a parlé des violences sexuelles faites aux personnes handicapées et aux personnes âgées. Je pense qu'ils ne faut pas oublier que ces personnes sont accompagnées très souvent par des professionnels qui ont été violés, agressés sexuellement. Eux aussi. Ça s'y croit comme une chimie. Ça influe forcément dans la relation. Donc je crois que il y a tout le problème, c'est qu'il faut voir la globalité. Et pas uniquement traiter des parties. Voilà. Merci beaucoup Marcel. On a levé un œil, Thierry. Vous avez été moi j'ai été interpellée, j'ai peut-être pas très bien compris ce que vous aviez voulu dire sur les personnes qui accompagnaient et qui étaient peut-être victimes. Il y a quelque chose qui m'a échappé et je voudrais pas qu'on ait compris de travers. C'est ça, c'est-à-dire que moi, beaucoup de mes accompagnantes ont été violées dans leur vie, ont agressé sexuellement. Donc, ça influe forcément dans le rapport à la personne, accompagnée à sa sexualité. C'est logique.
Ce qui nous a fait lever l'œil, le sourcil, j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a pas de systématisme dans cette réalité, mais ça fait écho à quelque chose d'important qui sera développé cet après-midi, y compris par exemple en EHPAD. Les résidents viennent, je disais, avec leur paquet, parfois en tant que victime, parfois en tant qu'agresseur, et ça peut être le cas pour tout le monde. Voilà, chacun a un passé. Je vais être obligée on s'en tient là pour ce matin. Merci infiniment Marcel et on se retrouve tout à l'heure. Merci à nos 4 intervenants.